Oui, j'accepte. Oui, oui, on a un programme assez chargé. On va essayer de faire le tour de tout voir si possible, si on peut tout, on va couvrir l'ensemble des choses qui s'affichent à l'écran, à savoir le retour sur le dernier cours, tout ce qu'on avait vu la semaine dernière, bon, là, il y a 2 semaines, qu'on a beaucoup insisté sur comment présenter un sujet et puis faire évoluer le sujet, comment valider une problématique. C'est ça qu'on avait vu. Bon, on ne va pas revenir en détail parce que ce n'est pas le but déjà. Et puis, aujourd'hui, on va passer un peu de temps. On va plutôt commencer avec des sujets que les étudiants ont envoyés à Caris. Bon, c'est pas l'ensemble des sujets, hein. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse corriger ces sujets-là s'il le faut, mais suggérer des idées de correction, hein. Et puis, on va entamer le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la littérature. Et puis, on termine par un exemple hein, de plan de mémoire, comment vous devez présenter votre mémoire. Voilà, en gros, on ne va pas passer notre temps à parler, à blablater, on avance directement dans le vif du sujet. Alors, ça, ce sont des sujets que certains étudiants haïtiens, surtout haïtiens et sénégalais et marocains, nous ont envoyés. Ce sont des propositions de sujets. Ce ne sont pas des sujets hein, en tant que tels. Ce sont des propositions de sujets qui font l'objet de discussions. Parmi ces sujets, on a un sujet lutte contre la traite des enfants en Haïti, cas de la juridiction du Cap haïtien. Bon, je me suis dit, juridiction du Cap haïtien, ça signifie la ville du Cap ou bien une circonscription, dans une circonscription quelconque. Je ne sais pas trop, mais en d'autres termes, c'est ça, c'est le lieu. Vous voyez, dans l'espace géographique. On avait dit, il faut que votre sujet soit délimité dans le temps et de l'espace. Alors là, ce qu'on voit là, c'est la délimitation dans l'espace qui est fait là quand on présente la juridiction du Cap haïtien. Voilà, c'est ça. On a ce sujet-là qui a été formulé. On dit lutte contre la traite des enfants en Haïti. Lutte contre la traite des enfants en Haïti. Alors, on peut discuter sur ce sujet-là. Est-ce que ce sujet est délimité? Oui, parce que dans l'espace. Alors, est-ce que c'est les programmes d'élite, hein? C'est ça encore, il faut justifier, hein. Est-ce que c'est la traite qu'on dit ou bien la maltraitance? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut en tenir compte. Est-ce que c'est la traite ou la maltraitance? Alors là, je vous ai suggéré d'aller sur le dictionnaire en ligne qui s'appelle Internaute. Vous tapez Internaute, hein, dictionnaire en ligne, vous tapez la définition de la traite et la définition de maltraitance, hein. Vous allez voir deux choses différentes. Vous allez voir deux choses différentes, hein. Quand vous parlez de la traite, hein, ça a une signification, et quand vous parlez de maltraitance, ça a également une autre signification. Là, il faut faire la différence entre la traite et la maltraitance. La lutte contre la maltraitance des enfants en Haïti, est-ce que c'est les programmes de lutte hein, qui nous intéressent, hein? Et les luttes sont effectuées par qui? Déjà, par quelle instance, hein? Ça, ce sont des choses qu'il faut en tenir compte. Déjà. Essayez de cadrer votre sujet. Ce sujet-là n'est pas encore cadré, n'est pas tout à fait cadré. J'espère que la personne qui avait suggéré ce sujet va beaucoup plus cadrer le sujet. Et aussi, voilà, il y a le groupe WhatsApp qui est créé. N'hésitez pas à communiquer sur le groupe WhatsApp autour de ce sujet-là. La personne qui a formulé ce sujet ça vous permet déjà d'affiner le sujet. Là, le sujet n'est pas encore affiné, ce premier sujet-là. Deuxième sujet, médias et culture, étude sur le traitement médiatique hein, de la soupe Joumou dans son classement de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, de l'humanité par l'UNESCO. Bon, c'est un peu long, mais on se comprend quand même. C'est un peu long comme sujet. Médias et culture. Bon. Le thème général, c'est médias et culture, et le sujet, c'est étude sur le traitement médiatique de la soupe Joumou dans son classement du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, de l'humanité par l'UNESCO. Bon, alors là encore, ce sujet, on peut affiner le sujet. C'est un sujet c'est une suggestion de sujet, mais on peut l'affiner.
Alors, c'est un sujet d'intérêt public, hein, d'intérêt général, d'intérêt public. Un sujet pareil, ça, c'est un sujet qui touche à toute une nation, et ça a une portée internationale. Ça, c'est un sujet qui a une portée internationale. On peut l'affirmer. C'est pas, c'est, ça peut être comment les médias, c'est la problématique qui va tout changer. C'est comment les médias traitent l'information autour du classement de la soupe Joumu en tant que patrimoine matériel de l'UNESCO. Bon, tout ça, c'est important. C'est un sujet intéressant, très, très intéressant comme sujet, mais l'explication du sujet reste toujours dans sa problématique. Il faut formuler une problématique pour ce sujet pareil. C'est très long comme sujet, mais bon, on peut l'affiner au fur et à mesure. Ça permet d'arriver à quelque chose d'intéressant. C'est un sujet très intéressant. Et le premier sujet, il faut faire la distinction entre traite et maltraitance. Traite, hein, vous vous rappelez, la tête négrière dans le passé, voilà, ce qui a fait la richesse de l'Occident. Mais maintenant, essayez de préciser, de faire la différence entre traite ou maltraitance. Bon, ça, c'est le premier sujet. Troisième sujet, c'est impact de l'hypertension artérielle dans la survenue d'accidents cérébrovasculaires. Encore, ça, c'est un sujet d'ordre général. Ça, ce n'est pas adapté à un pays, à un groupe particulier. Ça, c'est un sujet d'ordre général. Alors, et puis, le thème global, c'est hypertension artérielle. C'est ça le thème global du sujet. C'est l'hypertension artérielle. Et puis, c'est l'impact de l'hypertension. Le sujet, c'est l'impact. Au lieu que vous mettez les impacts au pluriel, vous laissez impact au singulier, impact de l'hypertension artérielle dans la survenue d'accidents cérébrovasculaires. Bon, voilà un sujet classique, hein, donc classique, c'est très intéressant. Et ce qui nous manque là, c'est la délimitation. Alors, quel est votre terrain d'expérimentation? Est-ce que dans quel pays, dans quelle zone ou bien quelle ville? C'est ça qu'il faut préciser. Après, vous pouvez faire une étude comparative entre deux zones, deux régions. Bon, c'est à vous de voir, mais c'est un sujet parfait, bien travaillé, bien présenté. Ces sujets-là, c'est un exemple de sujet voilà, qu'on peut travailler ensemble, avancer. Voilà. OK, troisième sujet, la versification dans les textes musicaux haïtiens, cas des chansons de Roosevelt Saillant. Ceylan ou Saillant, bon, je pense que c'est Saillant, c'est haïtien, c'est Saillant. La vérification des textes musicaux haïtiens. La versification des textes musicaux haïtiens. Alors, pourquoi l'étudiant a mis cas des chansons de Roosevelt Saillant? Pourquoi, pourquoi pas une, un style musical? Ce serait mieux si c'est un style musical. Après, l'étudiant peut prendre Roosevelt Saillant comme terrain d'expérimentation. L'étudiant peut prendre Roosevelt Saillant comme terrain d'expérimentation, mais prendre seulement Roosevelt Saillant, cas de Roosevelt Saillant, ça paraît un peu réducteur. Essayez d'ouvrir le champ. Quand vous faites un mémoire, ne vous limitez pas. Essayez de faire en sorte, quand quelqu'un va lire votre mémoire, ça va donner envie. Ça va donner envie d'aller plus loin. N'oubliez pas, votre mémoire, c'est ça qui vous donne une réputation sur le marché international. Bon, c'est pas quand je dis le marché international, à l'international. C'est votre mémoire. Il faut que ça ne soit pas trop réducteur. Essayez de trouver un style musical, quand vous dites cas, le cas de tel style musical. Et après, vous pouvez travailler avec Ouzbek Saillant comme terrain d'expérimentation et faire une étude comparée avec d'autres artistes. Alors, ça, c'est important pour aller. Mais le début, c'est bien, mais la fin, c'est un peu réducteur. C'est comme si j'entends ma voix. Bref. OK, autre sujet, c'est impact de l'audit interne sur la qualité de l'information comptable des entreprises haïtiennes. Alors, le sujet, ça va être impact de l'audit interne sur la qualité des informations ou bien de l'information comptable. Point. Et après, vous pouvez dire, ou bien deux points, vous dites le cas des entreprises haïtiennes. Le cas des entreprises haïtiennes, là encore, vous donnez plus de précision.
encore, c'est un autre sujet d'intérêt général. Ça touche à tout un pays. C'est très intéressant comme sujet. Et, et puis, problématique, dans quelle mesure l'audit interne pourrait aider à améliorer la qualité de l'information comptable communiquée par les entreprises haïtiennes? L'information comptable communiquée par les entreprises haïtiennes. Alors, le début, c'est très bien. Dans quelle mesure l'audit interne pourrait aider? Alors, le conditionnel, c'est ça qui est conseillé dans une problématique à améliorer. Alors, si on emploie ce conditionnel déjà, il ne faut pas employer des verbes derrière. On a deux verbes derrière, des verbes à l'infinitif. Aider à améliorer. Pourrait aider à l'amélioration de la qualité de l'information comptable communiquée par les entreprises haïtiennes. Ça, vous restez dans votre sujet. Et c'est au lieu de à améliorer, c'est à l'amélioration. Ça, OK, j'espère que j'aurai ce fichier. Je peux faire une réponse automatique, directe à la personne qui avait envoyé cette proposition. Là encore, c'est très bien. C'est juste ici, il faut apporter une petite correction. Alors, échec des élèves en classe terminale, département du Sud, cas des écoles de la ville d'Écaille. Pareil, bon, ici, euh, échec, ça paraît être un peu trop brusque, hein, on dit échec des élèves en classe terminale. Alors, qu'est-ce qu'on étudie là? Est-ce que ce sont les causes? Ou bien c'est une étude, hein, étude de l'échec, hein. Vous voyez, ça manque de précision. Le début, ça nous manque au début. Ça nous manque le début. Voilà, c'est peut-être analyse de l'échec, hein, des élèves en classe terminale dans le département du Sud, le cas des écoles de la ville d'Écaille. Voilà, encore, ça c'est bien, mais c'est seulement le début, ça nous manque quelque chose. Peut-être c'est analyse ou bien étude, c'est à vous de voir. Mais c'est très très bien, hein, un sujet pareil, hein. Là, on est focalisé, on sait dans quelle zone que ça se déroule. Notre terrain d'expérimentation se trouve dans la ville d'Écaille. Alors, vers la compression de la violence, compression, j'espère que c'est ça, de la violence conjugale entre les conjoints âgés de 20 à 40 ans durant 2000 à 2024. Bon, ce sujet, le début c'est bien, mais bon, c'est la fin qui nous pose un problème. Là, on dit des conjoints âgés de 20 à 40 ans, ça c'est, on parle des jeunes actifs, hein. Le vocabulaire international qu'on utilise pour cette catégorie d'âge, c'est plutôt jeunes actifs. On parle des jeunes actifs, euh, ce n'est pas 20 à 40 ans, 20 40 ans, ça c'est pour vous dans votre réflexion. Quand vous allez amener votre sujet, dans votre discussion, vous allez délimiter votre travail, vous allez dire que vous vous focalisez sur les jeunes, les personnes, on va dire les maris ou bien les conjoints âgés de 20 à 40 ans. Voilà. Mais par contre, il faut dire des jeunes actifs ou bien des jeunes actifs, hein, ou bien entre les conjoints des jeunes actifs. On va reformuler, on va dire, vers la compression de la violence conjugale entre les conjoints. Si on dit violence conjugale, déjà, ce n'est pas la peine de dire entre les conjoints. On sait déjà. Violence conjugale, des jeunes actifs, chez les jeunes actifs, hein, déjà, ou bien en couple, hein, des jeunes actifs en couple, hein, et puis au début des années 2000. Ça, c'est mieux de mettre au début des années. Non, c'est 2000 à 2024. Ah ouais, OK, non, non, les jeunes actifs, tout court, on l'enlève, hein. On enlève 20 à 40 ans et 2000 à 2024. Non, vous laissez ça pour vous quand vous allez délimiter votre travail. La délimitation de votre travail, vous faites ça, vous posez votre problématique, après vous délimitez votre travail. Vous dites que votre travail, la catégorie qui vous concerne dans le cadre de votre travail, c'est les personnes âgées de 20 à 40 ans et puis la période qui vous intéresse, c'est période 2000 à 2024. Là, vous êtes sur
sur des panels, hein, des données panels hein, en fonction du temps. Vous n'allez pas délimiter, vous n'allez pas aller plus loin. Bon, OK, on a un autre slide, après on va terminer, ne vous inquiétez pas. Une autre proposition des étudiants d'analyse des impacts sur le déplacement forcé interne au regard de la responsabilité, des responsabilités plutôt de l'État haïtien. Alors bon, c'est un autre sujet hein, qui concerne vraiment des problèmes des sociétés. Euh, mais par contre, c'est que avec les vocabulaires qu'on utilise, analyse des impacts internes, hein, des impacts sur les déplacements forcés internes, c'est pas analyse des impacts, c'est plutôt l'impact ou les impacts du déplacement forcé interne euh, au regard des responsabilités de l'État haïtien. Vous commencez comme ça et puis vous pouvez arrondir les angles. Ce sujet-là, c'est pareil, c'est un sujet d'ordre sociétal. Alors, tout va se jouer quand vous allez justifier, vous allez présenter les intérêts de ce sujet. Les intérêts, surtout les intérêts sur le plan sociétal, c'est très intéressant, hein. Le plan social, sociétal, le plan académique, hein, et aussi le plan professionnel. Ça aussi, c'est important. Alors, on a un autre sujet, c'est l'impact des ONG sur le développement local en Haïti. C'est l'impact des ONG sur le développement local. Pourquoi pas sur le développement tout court? Ça peut être le développement tout court au lieu du développement local. Vous voyez, sur le développement tout court. Au lieu qu'on met Haïti, on peut dire impact des ONG sur le développement d'un pays. L'impact des ONG internationales sur le développement d'un pays. Parce que en Haïti aussi, il y a des ONG locales, hein. Le mieux, c'est de dire impact des ONG internationales sur le développement d'un pays et le cas d'Haïti. Là, vous avez un sujet pareil hein, qui fait partie de la diplomatie, des relations internationales et également qui fait partie du développement international. Alors, ça aussi, un sujet très, d'autre général, essayer d'apporter des précisions. On a un autre, c'est caractérisation de la culture du café dans la deuxième section Haute-Vol d'Or. Alors, pour un sujet pareil, hein, c'est un peu limité quand on dit caractérisation de la culture du café. Ça manque quelque chose. C'est trop réducteur. C'est trop réducteur. Quand on parle de culture, on va voir tout ce qui caractérisation, on va voir la tradition, les types de culture, pluviométrie, etc., les caractéristiques essentiel là, qui concerne le café, mais et derrière, les finalités, finalités économiques. C'est ça, je vous rappelle quand même, quand vous travaillez sur un sujet, et ce n'est pas seulement, vous n'êtes pas là pour faire diagnostic. Un sujet pareil, c'est diagnostic, vous faites diagnostic, vous présentez quelque chose. Mais c'est voir comment on peut aller plus loin. La finalité sociale et sociétale derrière. Quel impact votre travail sur la société et l'impact de votre travail sur l'avenir aussi, sur les générations futures. Essayez d'aller plus loin, d'ajouter un autre volet. Bon, je ne vais pas dire volet volet économique, mais quand même, il faut penser de manière plus large et quelle valeur ajoutée que votre sujet amène pour les producteurs de café, par exemple. Ça aussi, ces sujets-là, bon, c'est un sujet dans le domaine agronomique, hein, ça, je peux apporter une contribution également. Alors, autre sujet, bienfait de la technologie sur la sécurité des informations comptables. Alors, là encore, ça me permet de rebondir, à rebondir plus que rebondir, parce que quand on parle de bienfait de la technologie, là, vous êtes déjà dans l'appréciation, dans les résultats. C'est pas ça qui nous intéresse. Le résultat, c'est pour vous. Ce n'est pas bienfait de la technologie. C'est Ce n'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Il y a aussi des méfaits aussi de la technologie. Ça, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas bien fait de la technologie, c'est plutôt l'impact de la technologie dans la sécurité, plutôt, l'impact de la technologie dans la sécurité des informations comptables. Ça a plus de sens. Quand vous parlez de l'impact, il va y avoir les bienfaits, va y avoir également les méfaits. Mais si c'est le bienfait qui vous intéresse, vous allez mettre en avant plus de bienfaits que de méfaits. Vous voyez? C'est ça. C'est le bienfait, si ce sont les bienfaits qui vous intéressent, vous allez mettre en avant plus de bienfaits que de méfaits. Il faut ajouter l'impact.
Bon, l'impact, bon, si on dit l'impact, si on raisonne mieux, on va dire l'impact et conséquences. L'impact va considérer comme des bienfaits et les conséquences vont être considérées comme des méfaits. Bon, on garde l'impact, impact tout court. Impact, c'est, là, on ne veut pas dire l'effet, les bienfaits, on parle de l'impact. Il va y avoir des bienfaits dans votre explication, dans les résultats trouvés. Mais c'est pour mieux formuler, essayer d'aller encore plus loin. Là, on parle de la comptabilité, on est en gestion. Il faut utiliser un vocabulaire de gestion, l'impact de la technologie. Bon, ce sujet sur le diabète aussi, diabète, ça paraît trop vaste, trop général pour un sujet pareil. Essayez d'amener plus de précisions. Bon, c'est juste le thème. Pour moi, c'est le thème. Diabète, le diabète, oui, c'est le thème. Et qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le diabète? Après, on a un autre sujet, c'est la corruption de l'administration publique. Bon, ça, pareil, c'est général, c'est très général, la corruption de l'administration publique. Essayez de voir qu'est-ce que ça provoque déjà. Quel impact de la corruption, quel impact, bien, effet exercé par la corruption dans l'administration publique. Vous êtes dans un marché, le marché de l'administration publique, il faut définir ce marché et délimiter ce marché également. Ce n'est pas seulement vous présenter l'administration publique comme ça, il faut définir le marché de l'administration publique. Et là, la corruption, c'est que quand on parle de la corruption dans l'administration publique, quel que soit le pays, là, on voit que les politiques publiques, on n'a pas des moyens pour financer les politiques publiques. Ça, c'est un sujet très intéressant également, il faut en tenir compte. Les conséquences de l'utilisation abusive des plantes médicinales en Haïti pendant la COVID-19. Alors, ça, c'est pareil quand on dit conséquences. Conséquences, c'est intéressant de commencer par ajouter conséquences, mais euh, le problème là, c'est en commençant par conséquence, c'est pas conséquence de l'utilisation abusive, c'est toujours, vous avez un sujet, allez encore plus loin, vous commencez par, si vous dites l'impact, ça va être un impact négatif. Vous voyez, ça va être un impact négatif sur l'utilisation abusive des plantes médicinales en Haïti. Deux points. euh, euh, non, c'est pas pendant le cas, le cas du traitement de la COVID-19. Bon, c'est le cas du traitement de la COVID-19. Il faut enlever pendant la COVID. C'est comme si pendant la COVID, c'est déjà passé, vous voyez, c'est déjà passé. Quand vous dites pendant la COVID-19, c'est déjà passé, même si vous avez des résultats, essayez d'aller encore plus loin, vous dites, commencez par impact de l'utilisation abusive des plantes médicinales en Haïti, deux points, le cas des traitements durant la COVID-19, ou bien des traitements durant la COVID-19, ça c'est bon. Droit des personnes en situation de handicap en Haïti, spécialement celle Bon, ce sujet n'est pas encore défini. Essayez de penser, de mieux définir ce sujet. Au lieu de commencer par droit des personnes en situation de handicap en Haïti, euh, droit des personnes droits des personnes en situation de handicap en Haïti. Euh, alors, pour la période, pareil, quand on met la période 2010 à 2022, c'est toujours en interne. Interne aux mémoires, c'est quand vous délimitez votre travail et on sait que votre échantillon va se baser sur des études réalisées entre 2010 et 2022. Bon, ça aussi, c'est autre chose. Le mieux serait de commencer votre problématique, votre sujet de la manière suivante. Droits des personnes en situation de handicap en Haïti, deux points, défis et perspectives. Voilà, défis et perspectives. Et dans la justification ou bien délimitation de votre travail, vous allez dire que ce qui vous intéresse, c'est la commune, quelle commune qui vous intéresse, c'est la commune de Port-au-Prince et quelle période qui vous intéresse, c'est période 2010 à 2022. OK, bon, on a assez parlé, on va passer à autre chose maintenant. Le but maintenant, passons à notre cours du jour. C'est vrai, on a balayé un peu ce travail-là que je viens de faire. Et pour les autres qui ne l'ont pas encore fait, je pense que vous avez reçu le mail pour pouvoir envoyer vos propositions de sujets.
vos propositions des problématiques. Ceux qui l'ont déjà fait, essayez de corriger, de nous retourner après. Et voilà, vous allez recevoir pareil, hein, vous allez recevoir pareil, hein, et vous allez recevoir pareil, hein, le lien pour pouvoir envoyer vos problématiques. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va faire ce même exercice avant de commencer. On va commencer par ce même exercice. OK, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va toujours continuer dans notre cours, on va parler on va commencer à aborder la vie littérature, mais on ne va pas rentrer en détail. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui il y a des problèmes de connexion, mais par contre, on va commencer plutôt par la gestion de la bibliographie. La bibliographie, bon, c'est juste un mot, mais bon, on va rentrer en détail. C'est quoi une bibliographie? On va voir ça. Voilà, on dit pourquoi rédiger une bibliographie. Dans votre mémoire, quand vous ne présentez pas de bibliographie, on peut vous qualifier en tant qu'une personne qui cherche à plagier ou bien qui vole quelque chose. Bon, dans le langage courant, dans ce métier, on parle de plagiat. Mais si on veut qualifier quand on prend la personne quand en flagrant délit, on n'emploie même pas le mot plagiat, on dit c'est un voleur. La personne vole les idées des autres. Voilà, ça c'est important. C'est important de toujours penser à la biographie. Avoir une biographie bien fournie quand vous proposez quelque chose, il faut vous citer au moins un auteur. Parce que vous n'êtes, bah, qui êtes-vous déjà? C'est la question qu'on va vous poser. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes déjà un professeur émérite, hein? Comme ça, vous vous autocitez. Et si vous n'êtes pas un professeur émérite, vous n'avez pas le droit déjà, hein. Ça, c'est important. Important, et puis on verra ça et à l'avenir, on va corriger. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans les chats et je regarde, je vous promets, je regarde avant qu'on termine. Alors, pourquoi rédiger une biographie? Bon, la biographie, c'est le dernier chapitre. Une fois qu'on termine, il y a la conclusion générale, hein. On termine avec la conclusion et derrière, on a la bibliographie. C'est le dernier chapitre qui s'affiche. Ce chapitre-là, il y a un ensemble d'auteurs qu'on cite. Vous citez vos auteurs, vous citez l'ensemble des auteurs et les auteurs que vous avez mentionnés dans le cadre de votre travail, les auteurs à qui vous avez fait référence, vous les citez. Et ça permet aux gens qui consultent votre travail, votre mémoire, d'avoir une idée déjà. Ça vérifie votre travail. Ça valide votre travail. On appelle ça validation et de contenu. C'est la validation de contenu. Votre contenu, vous rédigez quelque chose, c'est un contenu, mais pour valider ce contenu, on se base sur la bibliographie que vous présentez en annexe derrière ou bien à la fin. Bien des auteurs que vous citez directement dans le document. Bon. Alors, pour résumer pour vous, quand on cite un auteur, si c'est au début d'un paragraphe, on donne énormément d'importance à cet auteur. Si c'est à la fin, on ne donne pas assez d'importance. Si au milieu d'un paragraphe qu'on cite un auteur, ça veut dire que cet auteur-là fait jonction, vous faites jonction, hein, vous donnez de l'importance, en même temps, vous l'utilisez en tant que moyen de jonction dans un paragraphe qui permet de relire euh, le document et en même temps qui permet de faciliter la compréhension des points de vue dans votre document. C'est ça qu'on va essayer de voir. Vos lecteurs doivent être, les personnes qui vous lisent doivent être aller plus loin. C'est ça. Quand vous commencez à lire un paragraphe, vous voyez l'auteur qui a rédigé le paragraphe fait référence à un autre auteur, ça vous donne envie d'aller plus loin, à aller dans une bibliothèque pour trouver ce livre-là, ou bien pour trouver cet auteur, ou bien aller sur Internet, vous tapez et vous cherchez le nom de cet auteur pour voir ce que cet auteur a dit, vraiment. Et ça permet de trouver, de voir est-ce que la personne raconte de bonnes choses, bien est-ce que la personne est en train de mentir. Ça, c'est important. Il est essentiel de citer vos sources, ça, c'est important. Même si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a raconté quelque chose, vous rédigez, même si cette personne n'est pas reconnue, il faut faire jonction à cette personne-là. Parce que c'est important. Il faut faire jonction à cette personne, il faut citer cette personne-là. C'est vous faites référence à la personne. Ça, c'est important. Il faut toujours citer vos sources.
Ce n'est pas dans votre chapeau. Vous n'êtes pas magicien. Vous faites pas ça sortir dans votre chapeau et après vous balancez l'information. C'est toujours important de citer vos sources. Si vous avez écouté une musique, vous trouvez une phrase intéressante hein, qui correspond à ce que vous faites, vous l'ajoutez, mais vous faites référence à la musique. C'est ça. C'est important ce qu'on appelle la discographie. Vous faites référence à la musique, c'est de la discographie. Vous regardez une vidéo sur YouTube, sur Facebook ou bien sur un magnétro et en même temps sur le magnétro, vous avez trouvé une information intéressante, soit sur YouTube, soit sur le magnétro, soit sur Facebook. Vous ajoutez ça dans la partie vidéographie. Ça, c'est important, ça fait partie des références. Il faut toujours citer. Il est important de respecter les normes. Ce n'est pas juste citer pour citer, il y a des normes à respecter. Parce que vous menez de la recherche, c'est de la recherche que vous faites, il faut respecter les normes de présentation ou bien les normes de citation des références. Parmi les normes, hein, on va essayer de les voir. Il y a plusieurs normes qui existent. Hein, plusieurs normes existent. Mais parmi ces normes, on a les normes AFNOR ou bien les normes ISO, c'est les standards internationaux les standards internationaux en termes de citation biographique, de référence biographique. Il y a la norme MLA qui est également utilisée aux États-Unis. Il y a une autre norme, c'est la norme APA. La norme APA, c'est très, très intéressant. Cette norme-là, vous utilisez cette norme et ça facilite la tâche. Mais bah, ce qui est conseillé, c'est la norme APA. La norme APA, c'est cette norme-là qu'on vous conseille. Et en plus, c'est très simple d'utilisation. On va voir à partir de quelques exemples. Bon, là, c'est une présentation de références bibliographiques en norme APA. Norme APA, c'est ça. Par exemple, pour un ouvrage, la structure des bases, le nom, vous commencez par le nom de l'auteur tout en lettres capitales ou bien en lettres majuscules, suivi du prénom et puis pour la publication. Ensuite, le titre de l'ouvrage, c'est toujours en italique, si c'est un ouvrage, hein, le titre est en italique. L'éditeur, lieu ou bien nombre de pages, c'est de manière normale. Ce n'est pas italique, vous n'employez pas italique. Alors, ça, parler comme ça, bon, vous voyez, ça paraît simple. Hein. Pour d'autres personnes, c'est un peu compliqué. Mais quand vous présentez vos références de cette manière-là, ça vous donne un avantage par rapport aux autres. On voit c'est quelqu'un qui rentre dans un cadre qui fait partie du standard international et en plus qui respecte la doxa dominante, parce que c'est important. Vous faites partie d'une classe, hein, la classe, une classe intellectuelle qu'on appelle chercheur. Voilà. Vous faites partie de cette classe-là, vous êtes un apprenti. Au départ, vous êtes déjà un apprenti chercheur. Autre chose, déjà pour un article, par contre, le titre de l'article n'est pas en italique. Mais par contre, la revue, la revue où l'article a été publié, ou bien euh, et la revue ou périodique, hein, c'est en italique. Voilà. Ça, il faut penser à ça. Pour un site Internet, hein, c'est toujours comme un article, c'est considéré comme un article. Hein. Le titre de l'article du site Internet, hein, parfois, je vois que les gens prennent seulement l'URL ou bien l'adresse du site Internet, balancent comme ça dans le mémoire comme référence. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça marche. Vous commencez déjà, vous ajoutez déjà le nom s'il y a un auteur. S'il y a un auteur, s'il n'y a pas d'auteur, vous ne mettez pas. Vous ajoutez le nom en lettres capitales, prénom, et puis le titre de l'article, sur un article de blog ou bien un article sur un site Internet. Et l'URL, par contre, c'est en italique. Vous voyez. Vous aurez ce document, je vous enverrai ce document, vous verrez. Alors, le nombre de pages, hein, pareil, et sans oublier, bon, le nombre de pages, ça, parfois, c'est un article qui a plusieurs pages. Parfois, c'est une seule page. Quand c'est une seule page, vous n'ajoutez pas le nombre, vous laissez comme ça. Et puis, hein, comme c'est un article sur Internet, on peut supprimer cet article à n'importe quel moment. C'est ça que vous devez avoir en tête. Vous devez avoir en tête qu'on peut supprimer cet article d'un moment à l'autre. Bah, si c'est un article qui critique un gouvernement, un membre du gouvernement, et la personne qui a rédigé l'article ou bien le site a reçu des menaces, et ce qu'il faut faire, c'est supprimer. Ils peuvent supprimer l'article. C'est pour cela qu'il faut toujours ajouter la date de consultation. Parce que
pendant que vous travaillez, pendant que vous réalisez votre mémoire, vous terminez votre mémoire, vous envoyez et les membres du jury peuvent consulter pendant que les membres du jury consultent et à ce moment-là, on peut supprimer cet article. C'est pour cela qu'il faut toujours donner la date de consultation, la date de consultation des articles. Si vous consultez aujourd'hui, vous ajoutez entre parenthèses ou entre crochets, vous ajoutez consulter le 5 mars 2024. Si c'est demain, pareil, vous dites le 6 mars 2024, etc. Alors, c'est ça. Voilà pourquoi, on va voir pourquoi. Déjà, vous faites ce travail parce que euh, ça facilite la lecture d'une part et puis ça permet d'aller plus loin. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est pour la revue de littérature, avec la revue de littérature, même pour l'introduction, mais pour la conclusion, pour mener des recherches. Pourquoi c'est important de faire ce travail? On appelle recherche documentaire. Mais si vous avez l'habitude de regarder des documentaires à la télé, bon, vous voyez, c'est intéressant, mais parfois, ce sont des experts derrière qui sont derrière ces documentaires, qui font un travail colossal. Alors, pourquoi c'est important? L'objectif, c'est ne pas prendre du temps, ne pas perdre votre temps. Vous commencez en amont. Première chose à faire, vous voulez travailler. La personne qui a envoyé le sujet sur le diabète, vous allez sur Internet, vous tapez diabète. Déjà, vous allez trouver pas mal d'informations. La personne qui travaille sur corruption, vous tapez corruption. En plus, ce qui est intéressant, hein, c'est quand on visite le Bénin, ça permet de voir, quand on parle de la corruption, des choses qu'on a tendance à banaliser qui sont considérées comme la corruption. Il y a tout un jeu, un parcours intéressant, un parcours citoyen qui vous montre c'est quoi la corruption. C'est pareil, vous tapez sur Internet corruption, vous voyez pas mal de choses qui sortent. L'hypertension, pareil, pas mal de choses qui sortent. C'est ça. La première chose à faire, c'est de rechercher de la documentation sur votre travail, vous cherchez des informations. Et maintenant, avec l'Internet, c'est plus facile. De mon temps, quand je réalise mon premier mémoire de fin d'études, c'était galère. C'était, il faut aller à la bibliothèque, hein. On cherche les anciens mémoires euh, pour voir comment c'est structuré. Et après, il faut trouver un mémoire qui parle à peu près du sujet. Et parfois, on ne trouve pas. Quand on ne trouve pas, on est obligé de creuser la tête pour trouver des informations. Voilà, aller à la bibliothèque, passer des journées à lire, à écrire, lire, écrire, et mettre quelque part. Et après, vous allez rédiger. Mais maintenant, c'est plus facile. Vous avez votre téléphone. Avec votre téléphone, vous avez accès à un ensemble de bibliothèques en ligne, sans oublier des plateformes qui vous donnent pas mal de choses. Bon, parmi ces plateformes, bon, il y a Wikipédia que les gens ont tendance à utiliser. Wikipédia, quand vous allez sur Wikipédia, essayez de regarder tout en bas les paragraphes consultés. Est-ce que ce paragraphe fait référence à un auteur tout en bas? Ça vous aide déjà. Voilà. Je ne ferme pas sur Wikipédia, parfois longtemps. 2012, 2013, 2014, on a dit aux étudiants, il ne faut jamais utiliser Wikipédia. Maintenant, on conseille d'utiliser Wikipédia à condition que le paragraphe consulté fait référence à un auteur. Vous regardez tout à la fin pour voir les auteurs qui ont été cités. Voilà, ça donne au moins une crédibilité. OK, ça permet d'économiser les fausses routes hein, et les répétitions inutiles. Si vous ne cherchez pas des informations, un ensemble d'informations, pour comprendre votre sujet, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre au cours du route. Vous allez vous perdre parce que c'est important, il faut en tenir compte de ça. Vous allez vous perdre. Et ça permet d'impressionner déjà favorablement les destinataires du mémoire. Parce que c'est un mémoire qui est bien documenté, c'est un mémoire qui donne envie. Quand on regarde un mémoire, on regarde à la fin du mémoire, on trouve un minimum de 50 pages, 50 références biographiques. On dit, ah ouais, cet étudiant-là a bossé. Cet étudiant-là a bien travaillé, a passé du temps, a compris comment ça fonctionne. Bon, voilà, ça ne veut pas dire autant pour un mémoire qui possède seulement 20 références que l'étudiant n'a pas travaillé. C'est pas ça que je dis. Alors, la 20 références, ça veut dire que vous avez lu au moins 10 livres, 10 ouvrages. Bon, voilà. Et OK, c'est important. Comment? Déjà, on dit déjà de
faut que vous plongez dans l'industrie de la fouille documentaire. L'industrie de la fouille documentaire, c'est que vous passez du temps dans la bibliothèque quand vous pouvez, mais maintenant, avec, avec l'incertitude qui règne partout dans le monde, l'incertitude, ça règne partout, hein. Alors, vous devez privilégier les bibliothèques en ligne. Les bibliothèques en ligne ou bien les bases de données en ligne. On va voir ces bases de données qui vous donnent accès. Voilà, mettre en place des tactiques de recherche documentaire. C'est ça, on va voir tout à l'heure. Des tactiques de recherche documentaire. Vous êtes entre amis pendant que vous êtes en train de blaguer. Vous entendez un terme qui paraît familier pour votre mémoire. Vous écrivez ça quelque part. Vous avez votre téléphone, vous écrivez ça en message privé ou bien vous envoyez à un membre de votre famille, vous dites ça concerne votre mémoire. Comme ça, vous n'allez pas perdre cette information. Ou bien vous êtes sur WhatsApp, hein, vous avez deux WhatsApp ou bien, je ne sais pas, vous l'écrivez sur WhatsApp. Vous l'écrivez sur WhatsApp, vous envoyez à quelqu'un, vous dites ça, il ne faut pas supprimer si c'est quelqu'un de confiance. Alors ça, c'est déjà l'une des tactiques. D'autres tactiques, c'est vous allez dans les banques de données sur Internet, ou bien dans une bibliothèque quelconque, vous lisez des livres. Sur Internet, il y a Google Book qui vous donne cette possibilité. Google Livre ou Google Book, dépendamment de votre pays. Et à partir de Google Book, vous pouvez lire des documentations et parfois vous n'avez pas accès pour télécharger ou pour acheter, mais vous pouvez lire des documentations et des documentations. Quand vous faites ce travail, en lisant, vous notez quelque part, vous avez toujours un cahier avec vous, des faits, vous prenez des notes. C'est ça qui vous aide. Voilà, bon, on va. Et en même temps, quand vous lisez, il faut faire des fiches. C'est ça qu'on va voir. Alors, déjà, vous prenez le temps pour prendre conscience, pour prendre connaissance de votre travail. Euh, Je reviens sur la personne qui travaille sur la caractérisation de la culture du café Haute-Voldog, à Haute-Voldog, et le Voldrog. Voldrog. Alors là, ce qui est intéressant, vous tapez sur Internet caractérisation de la culture du café, tout court. Ça seulement sur Google, il va y avoir des pages qui s'affichent. Et ces pages Internet qui s'affichent, vous consultez ces pages-là. Et de mon temps, comment je faisais, à l'époque, il y avait seulement Alta Vista. C'est seulement Alta Vista qu'il y avait. Je tape sur Alta Vista, je tape le titre du sujet qui m'intéresse et après, ça sort des articles et j'ai fait un copier-coller. Je fais copier-coller. Après, et j'ai copié toujours l'URL. Et quand je suis arrivé chez moi, c'est là, je prends du temps. Je n'ai pas accès à Internet chez moi à l'époque. Quand je suis arrivé chez moi, je prends du temps pour lire ces documentations, tout lire et en même temps pour affiner. Ça permet de comprendre. Et aussi, à l'époque, aussi, on utilisait les encyclopédies. C'est presque tout le monde qui possédait une encyclopédie, une grande encyclopédie chez soi. On avait une grande encyclopédie à la maison. On passe du temps à définir les thèmes techniques. Ça, c'était intéressant. Alors, ce travail vous aide également quand vous cherchez des documentations. Ça permet de rentrer dans cette catégorie, je vous ai parlé. Je vous ai parlé de catégorie de chercheurs. C'est pour cela, la notion, on dit que toute production intellectuelle suit une logique de filiation. Quand on dit logique de filiation, il y a des pairs. Et il ne faut jamais dire que c'est nouveau, je suis tout à fait nouveau, je suis la première personne à travailler sur ce sujet, il n'y a rien. Bon, si vous êtes la première personne, il faut laisser ce sujet. Parce qu'il y a quand même quelque chose, soit connexe, soit direct. Quand c'est connexe, c'est toujours aussi c'est connexe, vous allez vous référer en fonction de ces champs. Voilà, on dit ça suit une logique de filiation parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé, réalisé quelque chose qui met à votre disposition. C'est à partir de ce que la personne avait fait que euh, vous allez aborder votre sujet. C'est ça qu'on vous a dit, vous serez rarement le premier à explorer une thématique. Rarement. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais vous serez rarement à explorer une problématique pour la première. Et un sujet que jalonné se rattache à une thématique plus vaste qui sert de référence. C'est toujours comme ça. Votre sujet se rattache toujours à une problématique plus large.
à un champ d'image. On avait vu tout à l'heure audit, audit interne. Audit interne, hein, ça fait partie de quel champ? Oui, un champ plus large. On avait vu culture du café, ça fait partie d'un champ plus large. Peut-être vous ne trouvez pas culture du café, vous pouvez trouver culture cacao. Vous pouvez, peut-être vous ne trouvez pas de documentation sur audit interne, vous trouvez sur audit externe. C'est toujours un champ plus vaste. Vous trouvez des informations en lisant, vous allez voir la différence entre audit interne et externe. Voilà, ça c'est pareil pour les personnes qui travaillent sur l'hypertension artérielle. Ça fait partie des maladies, on dit c'est des maladies, des tendances de civilisation, des maladies de civilisation. Diabète, hypertension, on appelle ça des maladies de civilisation. Parce qu'avant, une période avant, il n'y avait pas ce genre de maladies. Quand on dit avant, il y avait euh, les années 1800, début 1900. Ouais. OK. Alors, ça, c'est important. On dit, il ne faut jamais oublier déjà, euh, essayer d'aller trouver des ouvrages qui parlent de votre champ. Des ouvrages. Les ouvrages de synthèse sont très, très intéressants parce que ces ouvrages-là vous donnent une représentation que vous ne trouvez pas dans un article. Un article est court et limité, mais un ouvrage de synthèse, ça explore l'ensemble des champs possibles et ça vous permet d'aller plus loin. C'est intéressant quand on vous dit qu'il faut gérer les références biographiques, il faut consulter des ouvrages, des références, des articles, même des anciens mémoires, des thèses aussi, des thèses doctorales vous aident. Il ne faut pas dire thèse doctorale, ça va vous donner un problème de compréhension. Non, ça n'existe nulle part ailleurs. Un problème de compréhension sur un document de thèse, thèse doctorale. Si c'est trop technique, il faut regarder dans la partie glossaire, parce que le glossaire est là pour définir les termes techniques. Mais par contre, une thèse doctorale, ça vous permet d'explorer un champ très, très vaste avec des références importantes. Voilà. Bon, on a un exemple déjà. On a un exemple de sujet, l'enjeu de l'innovation dans l'industrie caribéenne du jouet face à la concurrence internationale des pays émergents du sud-asiatique, du sud-est asiatique. Là, on a un sujet pareil. Sujet un peu long, quand même. La longueur, on avait dit pour la longueur, il faut que le minimum de mots, c'est 5 et le maximum, ça ne dépasse pas 25. Là, on ne dépasse pas 25. Alors, quel ouvrage de référence qu'on peut consulter pour un sujet pareil? On a un ouvrage de référence en économie de l'innovation, un autre ouvrage en analyse du processus d'émergence économique, un ouvrage, peut-être un autre ouvrage sur la croissance économique aussi, un ouvrage sur le commerce international, parce que on parle de l'industrie face à la concurrence internationale. Là, c'est le commerce international comme un ouvrage qui parle du commerce international ou bien concernant les déterminants de l'échange. Les déterminants, quand on parle des déterminants, on parle des facteurs qui favorisent l'échange, les facteurs qui impactent l'échange. On parle des déterminants de l'échange. Et puis, autre étude plus approfondie avec des articles. Après l'ouvrage, on peut compléter ces ouvrages de référence avec des articles, des rapports, des actes de collecte et aussi des presses spécialisées. Les presses spécialisées, ce sont généralement les presses professionnelles. Les presses professionnelles dans les pays en voie de développement, mais les pays sous-développés, on n'a pas de presse professionnelles. Parfois, on a des rares périodiques. Ce ne sont pas des presses professionnelles, c'est juste des rares périodiques. Mais dans les pays avancés, il y a des presses qui sont spécialisées dans des domaines quelconques. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, il y a Financial Times. Financial Times c'est une presse spécialisée dans la finance. En France, on a BFM Business. BFM Business, c'est tout ce qui concerne le business au sens large. Voilà, c'est ça. Et puis sur Internet, on a une presse spécialisée dans la santé qui s'appelle Doctissimo. Doctissimo, c'est une presse
nationale, bon, c'est française, mais bon, c'est international qui est spécialisée dans tout ce qui concerne la santé. Ce sont des presse spécialisées. C'est important de parler des presse spécialisées parce que les presse spécialisées vous donnent des informations précises et parfois techniques par des professionnels, des comptes rendus professionnels, un regard critique sur votre sujet. Voilà. Alors, ce sont ces exemples. Et il ne faut pas oublier que votre problématique, qui c'est la question sur laquelle que vous basez votre réflexion, vous voulez mener votre travail, qui doit être le centre de votre étude. Alors, vous pouvez prendre votre problématique, vous tapez directement sur Google ou bien sur une bibliothèque en ligne et les informations sortent. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, pour ce travail-là, il faut que vous soyez dans des réseaux. Il ne faut pas rester isolé. Vous avez des amis partout ailleurs, hein, à travers le monde, dans d'autres pays, essayez de rentrer en contact avec eux. Bon, quand on parle des amis qui sont intellectuels, bien sûr, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est ça que je parle. Essayez de parler, de rentrer en contact avec eux. Surtout ceux qui font des études à l'international, là, dans d'autres pays, parce que ces amis-là ont accès à des bases de données pour leur demander de vous aider, de vous envoyer des documentations. Voilà. Je me rappelle, j'avais un ami qui travaillait, une amie plutôt, qui travaillait euh, sur la valeur économique, hein, la rentabilité et l'économie sur le vétiver en Haïti. Bon, pour mener ses études, sa revue de littérature, j'étais obligé de lui envoyer des documentations qui concernent l'économie industrielle, hein, beaucoup plus sur l'économie industrielle, pour l'aider à mieux exploiter et à mieux présenter les références sa revue de littérature. Voilà, ça c'est important. Si vous êtes bloqué, essayez de faire face, de faire appel à vos amis ou bien à des amis. Bon, par contre, ce n'est pas sans raison qu'on vous a demandé d'envoyer vos sujets d'études, parce qu'à partir de vos sujets, presque chaque personne aura au moins 20 à 30 références à télécharger, en libre accès à télécharger, que vous aurez. C'est pour cela que vous avez intérêt à envoyer, à remplir le formulaire et envoyer euh, vos problématiques comme ça, vos sujets problématiques comme ça. Vous aurez un retour positif qui vous aide à avancer dans le cadre de votre travail. Voilà, c'est ça. Faut le faire réseau, ça compte beaucoup. Voilà, on dit on dit à défaut d'une bibliographie abondante, elle peut être rapprochée des sous-thématiques. C'est ça qu'on avait parlé tout à l'heure. Quand vous avez du mal à trouver des données, je prends l'exemple de la personne qui travaille sur la caractérisation de la culture du café et la personne peut trouver des informations qui correspondent plutôt à la caractérisation de la culture du cacao, par exemple. Bon, là, on a quelques thématiques à explorer, hein, pour thématiques sur le développement durable, par exemple, hein. On a l'économie symbiotique, hein, l'économie symbiotique. Ce n'est pas directement lié avec le développement durable, mais l'économie symbiotique, ce n'est pas développement durable pur, mais ça se rapproche. Un autre sujet, du point, régénérer la planète, l'économie, la société, etc. Les limites de la croissance, déjà, les limites de la croissance, la limite à la croissance, on dit la croissance, c'est ça que les pays riches mettent en avant. Croissance, ça signifie le progrès économique, même au détriment de la planète. Là, si on met limite de la croissance, ce n'est pas développement durable. Ce n'est pas directement développement durable, mais limite à la croissance, déjà, ça, c'est un sujet qui met en question la croissance économique à chaque année. Pour une révolution déontologique de l'économie, ça, c'est autrement, ce n'est pas la thématique directe, ce n'est pas le développement durable direct, mais bon, c'est un champ qui parle du développement durable, en quelque sorte. Voilà. Vers une écologie industrielle, pareil, hein, écologie industrielle, c'est l'industrie qui travaille tout en préservant et, et- et l'environnement. Une écologie industrielle. Bon, ça, ce sont des exemples, hein, qui pourraient vous aider.
Voilà, bon, là, pour votre travail, hein, déjà, euh, quelle est l'importance des références, des ouvrages de référence? Quelle est l'importance des ouvrages de référence? Les ouvrages de référence qu'on avait dit tout à l'heure, ce sont des ouvrages qui parlent de votre sujet, qui représentent le cœur de votre travail, des ouvrages de référence. Par exemple, pour quelqu'un qui travaille sur bon, on va dire soit traite ou maltraitance des enfants, la psychologie de l'enfance, déjà, il faut parler de la psychologie de l'enfant, déjà. Les mauvais traitements, la maltraitance, hein, les ouvrages qui parlent de la maltraitance au sens large, ce sont des ouvrages de référence qui vous permettent d'explorer le champ de votre travail. On dit ça permet de balayer la question posée dès le départ et puis, hein, ça permet de contourner les difficultés. Ça permet de contourner les difficultés. Et également, euh, ce travail-là, c'est dans les ouvrages de référence, quand on parle d'un ouvrage de référence, euh, surtout quand c'est un auteur, l'auteur utilise le même champ de travail que vous, ça permet d'affiner ou bien de travailler votre problématique de la manière suivante, qui vous permet déjà de détecter la méthode utilisée. On parle de ouvrage de référence, ça peut être un handbook ou bien un ouvrage avec, avec plusieurs chapitres et chaque chapitre est rédigé par un auteur différent. Donc, c'est une compilation d'articles, hein. On considère ces chapitres comme des compilations d'articles. Exemple, hein, on dit les méthodes utilisées. Est-ce que c'est méthode quantitative? Est-ce que c'est méthode qualitative? Ou bien les deux, quand il est calé? Ou bien la méthode NetNo? NetNo, ça signifie que vous allez sur Internet, vous trouvez des informations précises, hein, en fonction de ce que les gens disent sur Internet. Ce n'est pas juste un article de blog, c'est que les gens disent, surtout dans les forums de discussion. Les forums de discussion, les gens parlent beaucoup dans les forums. Vous suivez ces forums-là, les discours qu'ils véhiculent dans ces forums-là, des forums fermés. Forum, quand on parle de forum, par exemple, sur un groupe WhatsApp, les gens parlent et les gens se livrent librement. Alors, là encore, ça fait partie de la ethnographie parce que pourquoi on dit c'est la ethnographie? C'est l'Internet qui vous donne accès, vous donne accès à cette discussion. Ou bien ça peut être une méthode d'observation dans un milieu quelconque, dans un environnement. Vous observez ce qui se passe et vous prenez des notes. C'est une méthode d'observation. Alors, les procédures d'analyse, par exemple, hein, est-ce que c'est une grille d'analyse? Grille d'analyse, c'est quand vous faites, vous appliquez la méthode qualitative. Vous faites des entretiens, il faut analyser l'entretien derrière. Pour analyser l'entretien, vous réalisez une grille d'analyse. Bon, ça, on aura le temps d'en parler. Grille d'analyse. Ou bien vous faites des tri à plat, si c'est la méthode quantitative. L'approche quantitative, vous faites un sondage et vous allez analyser les données quantitatives. Vous faites un tri à plat. Un tri à plat, le tri à plat, c'est ce qu'on appelle étude exploratoire en étude quantitative. Et quand vous donnez les pourcentages, les moyennes, les écarts-types, etc., c'est exploratoire. Tri croisé également, c'est quand vous faites des croisements on voit quel impact hein, d'une déclaration sur une autre déclaration, bien quel impact euh, d'une question sur une autre question. Bon, ça, on aura le temps d'en parler. Ou bien analyse sémantique. Analyse sémantique, c'est un peu différent. Mais bon, c'est quand vous voyez des exemples de nuages de mots, par exemple. Des nuages de mots, ce sont des analyses sémantiques. On aura le temps d'en parler. Les agencements des questions, s'il y a des questions filtres, les questions filtres, généralement, il y a des questions parfois ouvertes et après, il y a une question filtre. Question filtre à répondre par oui ou par non. Si c'est non, vous passez à la troisième question, bien à la quatrième question. Vous voyez, ce sont des questions filtres. Voilà, c'est pareil, hein. Les ouvertures, les questions d'ouverture, c'est quand on fait les entretiens, les relances, les relances. Quand vous dites à la personne qui est en face de vous, tout à l'heure, vous avez mentionné que vous n'aimez pas vos enfants soient maltraités. Pourquoi?
Voilà, ce sont des réponses. Ou bien des questions ouvertes, hein, que les gens puissent s'exprimer, ou bien des questions fermées, qui sont d'autres dichotomiques, hein, des questions à répondre par oui ou par non. Alors, en tout cas, c'est tout ça qu'on aborde et également, vous regardez comment ça se présente dans l'ouvrage. Et autre chose, pour aller plus loin, la mise en garde, des mises en garde déjà, mise en page plutôt, la mise en page, hein, des mises en page, comment on numérote les pages. Euh, c'est en chiffre romain ou en chiffre arabe ou bien en lettres, lettres, chiffre romain, chiffre arabe, en lettres. Et désolé pour les personnes qui ont du mal à se connecter. Et puis, le mode de numérotation de chaque page, hein, ça c'est important. Il faut voir ça. Vous allez voir dans l'exemple qu'on va terminer comment ça se présente. Répertorier les solutions, hein, déjà, les recommandations qui se font à la fin, les préconisations qui se font à la fin, et le plan d'action aussi. Alors, ça, c'est important. C'est vrai, vous faites, quand j'ai lu des mémoires, je vois les étudiants font un travail exceptionnel. Il y a une introduction générale, une conclusion générale. Et puis, il y a une première partie, c'est la revue de littérature, et une deuxième partie, c'est là que les étudiants euh, aillent sur le terrain, appliquent une méthodologie, collectent des données, analysent, traitent, etc. Mais à la fin, ils font soit des recommandations, mais des recommandations. Mais c'est bien, c'est important. Vous dites, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ce qui nous intéresse, mais c'est comment faire. C'est ça, c'est comment faire. C'est ça, c'est le comment. C'est ça qui nous intéresse. Vous dites, il faut faire ça, il faut faire ça. Je recommande. C'est ça, 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 ça. Je préconise ou bien nous préconisons. Bon, c'est le nous par convention. On met, même si votre professeur ou bien votre encadrant n'a jamais jeté un coup d'œil sur votre mémoire, c'est toujours nous. C'est toujours nous par convention. Nous, nous avons fait ça, nous avons, etc., etc. Par convention, vous dites nous. Voilà, c'est comme ça. Nous recommandons. Nous recommandons, nous préconisons. C'est bien de recommander, c'est bien de préconiser. Mais ce qui nous intéresse derrière, c'est comment, tout ce que vous avez préconisé, comment appliquer ces préconisations. C'est pareil, quand on voit l'histoire des pays du Sud et des pays du Nord, les pays du Nord qui passent souvent, qui sont tous souvent là pour dicter les choses aux pays du Sud. C'est-à-dire, on vous recommande ça, on vous recommande, mais comment mettre en place déjà? C'est ça. C'est comment mettre en place. Oui, d'accord, vous recommandez ça, mais comment mettre en place? C'est ça que je vais vous titiller avec ça. C'est important. Alors, ça, c'est important quand vous utilisez des ouvrages de référence ou même des articles de référence. Ça permet de bénéficier des expériences qui ont été déjà menées sur des sujets homologues, ou bien des sujets semblables. Ça, c'est important. C'est le principe de similitude. Ça permet de vous inspirer d'approches et solutions apportées par vos pairs, d'autres chercheurs ou bien des auteurs. Ça, c'est important de toujours commencer. Pareil, on parle d'ouvrage de référence, ça peut être un mémoire de référence aussi, un ancien mémoire. Ça vous permet de vous inspirer. Ça, c'est important pour tout le monde. D'ailleurs, voilà, j'avance, désolé, il y a Madame Chaffan qui m'envoie un message pour me dire qu'il me reste seulement 30 minutes parce qu'il faut qu'on passe au moins des échanges à la fin. Bon, je vais accélérer, Madame. Ouais, nous sommes déjà à la page 13. Je vais accélérer. Alors, ça, c'est important. Quand vous utilisez des ouvrages de référence, ça permet de baser votre réflexion sur ce que les auteurs ont déjà fait, d'autres auteurs ont déjà fait, et comme ça, vous n'êtes pas isolé, ce que vos pairs ont déjà réalisé, déjà. Et ne pas passer à côté des thèmes connexes et utiles. Ça, c'est important. C'est pareil, je crois que ça fait une semaine environ, pas une semaine, environ 4 jours avec un étudiant qui travaille sur la transformation digitale. Bon, l'étudiant m'a dit que j'ai travaillé sur la transformation numérique. J'ai dit non, c'est pas transformation numérique, c'est transformation digitale. Je dis voilà, on a passé plusieurs étapes. On a commencé par la numérisation et puis on passe de la numérisation vers la digitalisation et maintenant nous sommes en transformation digitale. Il faut
ce sont des thèmes connexes, mais quand vous utilisez ces thèmes mal, il y aura des effets négatifs, des impacts négatifs sur votre travail. Ça, c'est important. Voilà, c'est pour cela, ça vous permet de ne pas passer à côté des informations connexes ou bien des termes connexes. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur usage et utilisation, ce n'est pas la même chose. On emploie le mot usage pour utilisation, utilisation pour usage, mais bon, ce n'est pas la même chose. C'est pareil pour la question d'adoption et acceptation. Adoption, quelque chose, adoption, surtout une technologie, on adopte. On adopte, voilà, ça veut dire qu'on l'utilise, on fait ce qu'on veut avec, on comprend comment ça fonctionne. L'acceptation, c'est juste, on accepte juste, oui, on accepte, bon, ces gens nous emmerdent avec ces informations, ils nous fatiguent, bon, on accepte. Voilà, c'est bon. Vous voyez, l'acceptation, et il faut faire la différence entre acceptation. Surtout les personnes qui travaillent dans la technologie, hein, la personne qui travaille sur l'importance de la technologie. Bien fait, c'était bien fait. Moi, j'ai dit l'impact, pas de la technologie pour les informations comptables, oui, l'information comptable. Ça, il va y avoir l'adoption et l'acceptation. Il faut penser à ça. Et puis, la différence entre l'usage et l'utilisation de la technologie, il faut faire la différence. OK, ça c'est important quand on ne passe pas à côté des thèmes connexes qui sont utiles. Ça permet de questionner déjà, de vous questionner, de voir les types de questions qui ont été déjà posées. Ça vous aide également à mieux formuler vos questions. Et les références qui ont été déjà citées, ça vous permet à trouver des références, de laisser tomber l'ouvrage et d'aller consulter ces références-là. Et des concepts connexes, hein, qui sont parfois techniques, c'est important, et apparaissent aussi l'approfondissement du sujet. Ça permet d'aller plus loin. Et autre chose, ça permet de formaliser un plan, avoir un exemple à s'inspirer pour voir comment c'est organisé. Bon, je vous ai déjà parlé comment vous organisez votre plan, vous réalisez votre plan. C'est toujours en format d'entonnoir. Vous commencez du général au particulier. Ça, je reviens. C'est la personne qui travaille sur l'information comptable, la technologie plutôt, la technologie, l'impact de la technologie pour l'information comptable. On commence déjà par, on ne va pas dire la technologie, on peut dire le numérique, hein, le numérique, hein. Vous commencez par le numérique en général, et puis vous faites un autre chapitre sur l'information comptable, et après vous terminez par un troisième chapitre sur le numérique et l'information comptable, ou bien la technologie. Vous commencez directement par la technologie, au lieu de mettre numérique, vous mettez la technologie, après information comptable, et vous terminez par la technologie et l'information comptable. Vous voyez? Le format d'entonnoir. Très vague, après, vous cherchez à rétrécir au fur et à mesure que vous avancez dans votre revue de littérature. Mais à la fin, vous faites une synthèse, vous vous rapprochez de votre problématique, vous suggérez des éventuelles réponses. Je parle d'éventuelles parce que ce sont des hypothèses que vous cherchez à formuler. On aura le temps. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Alors, formaliser un bon plan, ça vous permet de vous inspirer et puis trouver un exemple. Alors, bon, on passe à autre chose maintenant. Ça, j'espère que ça va plaire à Madame Chaffan. C'est comment vous consultez votre base de référence bibliographique. C'est important de le faire. La première chose à faire, je vous ai dit, il faut aller sur les plateformes qui vous donnent accès. Ça permet déjà de télécharger des articles, de consulter des articles. Mais quand vous cherchez des informations, il ne faut pas prendre n'importe quelle information. Pour une revue de littérature up-to-date, pas les revues de littérature up-to-date, on vous conseille toujours de trouver des informations d'actualité, sur des sujets d'actualité. Pour des sujets d'actualité, il faut que ça date au moins 5 ans. Ça ne dépasse pas. Bon, au plus 5 ans. Il faut que ça ne dépasse pas 5 ans. Donc, nous sommes en 2024, hein. Il faut que ces informations commencent à partir de 2019. Il faut que les articles publiés, les livres consultés datent plus tard 2019. Il faut que ça ne dépasse pas 2019. Il ne faut pas 2018, c'est 2019, 2020, 2021, 2022, et 2020, 2023 et 2024. Voilà, ça c'est important. Vous commencez, vous avez déjà une idée en tête, on va chercher des informations,
qui date au plus 2020, 2019. Des informations qui datent au moins de 5 ans. Et puis, identifier les moyens d'avoir accès à leur contenu. Est-ce que c'est dans un livre? Si c'est un livre, est-ce que vous trouvez sur Google Book? Avec Google Book, tout est réglé. Et si c'est dans des articles qui se trouvent dans des revues, parfois ces revues sont payantes. Et la majorité de ces revues sont payantes. Les revues qui sont gratuites, parfois c'est juste quelques fonctionnalités gratuites que vous avez. C'est que ça. C'est payant et c'est pour cela que je vous parle toujours l'affaire du réseau. L'effet du réseau, et il faut être en contact avec des personnes, d'autres personnes qui pourraient vous aider. Alors, première étape, on dit l'objet de la recherche est bien identifié. Ça, vous faites ça déjà. Il y a le titre de le sujet de votre travail, la problématique et l'objet de votre travail, c'est déjà identifié. C'est comme ça qui vous permet d'explorer. Voilà. Et quand vous commencez, vous cherchez partout, dans les bibliothèques et aussi sur Internet. Mais bon, faites attention, on dit faites attention. Si l'objet n'est pas défini, si vous ne comprenez pas ce que vous cherchez, vous n'avez pas en tête des idées sur les résultats attendus, essayez de redéfinir votre travail, sinon vous allez perdre votre temps. Si l'objet est trop court, vous avez vu ça, par exemple, diabète tout court, c'est un objet on ne sait pas, on ne connaît pas l'objet de la recherche. Quand vous commencez par un sujet diabète, vous commencez directement par diabète et ça ne donne pas envie d'aller plus loin. D'accord? C'est important. Bon, mais on dit les articles scientifiques par rapport au chat. Les articles scientifiques, vous trouvez ça dans les bases de données, des revues. Vous aurez une liste avec vous, mais bon, je vous donne les minimums, vous aurez ce soir. Alors, choisir des thèmes succincts, ça c'est important aussi. Si le thème n'est pas bien documenté, vous allez perdre votre temps, vous devez changer de sujet. D'accord? OK. On verra ça après. Et on continue toujours. Deuxième étape, première étape, c'est ça, vous cherchez dans les bases de données. Deuxième étape, et vous partez de l'hypothèse. Première étape, vous cherchez dans les bases de données, vous partez de l'hypothèse que votre sujet, l'objet de votre travail est bien formulé. Et deuxième étape, et c'est là que vous allez encore plus loin. Vous cherchez à entrer en plus de détails. Vous tapez directement votre sujet. Déjà. C'est ça déjà le point de départ. Vous tapez sur Internet votre sujet et là, il va y avoir des documentations qui sont. Les documentations qui sortent et puis vous faites le tri parmi ces documentations-là en fonction de ce que vous cherchez. Alors là encore, l'astuce pour ne pas passer à côté, si vous êtes dans l'introduction, vous consultez les introductions, l'ensemble des introductions des articles qui vous donnent une idée, qui vous permet de faire votre introduction à vous. Si vous êtes dans la revue de littérature, vous consultez la partie développement. C'est un article, c'est développement. Parfois, il n'utilise pas la revue de littérature. Voilà. Ou bien la partie opérationnalisation. Ça, c'est important. On verra ça après. Et voilà, quand vous cherchez, vous tapez, il va y avoir un certain nombre de pages qui s'affichent. Le nombre de volumes aussi, ça vous aide également. Et puis, voilà, quand vous faites ce travail au fur et à mesure, vous avancez dans votre travail et au fur et à mesure que vous allez affiner. Alors, déjà, vous tapez votre problématique qui est la question centrale, vous tapez sur Internet, sur Google, et après, vous tapez aussi les mots-clés, les thèmes clés. Ça vous aide également. Et sans oublier, et vous allez encore plus loin au fur et à mesure que vous avancez dans ce travail-là. Bon, je ne passe pas mon temps parce qu'on va y revenir quand on va aborder vraiment la vie de la. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce travail-là? Ne mettez pas en tête que vous avez un téléphone à proximité de votre main. Quand vous voulez avoir une information, vous allez sur Google, vous tapez et l'information sort. C'est facile. Hmm. Méfiez-vous de ce comportement. Plus vous êtes novice, plus vous passez énormément de temps à faire ce travail. Alors, le conseil qu'on vous donne quand vous recherchez sur Google, si vous cherchez, par exemple, traite des enfants, vous tapez traite plus enfant. Traite, après vous ajoutez le signe plus, après vous ajoutez enfant.
Vous allez trouver des résultats plus affinés. Ça, c'est important. Ça vous permet, là, moi, je ne suis pas novice, c'est pour cela que je vous dis ça. Ça me permet d'aller plus loin, d'aller plus loin. Ça me permet d'aller plus loin et d'être plus rapide que vous. D'accord? Ça, il faut que vous ayez ça en tête. Autre chose également, vous savez ce que vous cherchez, hein. Quand vous êtes novice, vous ne savez pas. Vous cherchez tout et n'importe quoi. Mais au fur et à mesure que vous faites ce travail, vous commencez à télécharger un article, vous lisez l'article qui concerne votre sujet. En lisant l'article, vous trouvez des auteurs qui ont cités, vous notez les noms des auteurs, surtout les noms des auteurs qui concernent des définitions, c'est important. Les noms des auteurs qui concernent des résultats trouvés, c'est important. Vous cherchez, c'est ça, vous passez de l'étape novice à l'étape apprenti. Et c'est comme ça, et ça évolue. Voilà, on dit aucune recherche ne peut se réduire à une télé-recherche. Ce n'est pas seulement arrêter avec votre téléphone. Tout est réglé. Il faut se déplacer, aller dans la bibliothèque. Si vous êtes dans une université, il faut aller dans la bibliothèque de l'université. Discuter avec les bibliothécaires. Les bibliothécaires, bah, ce ne sont pas des gens extraordinaires, mais ce sont des gens qui connaissent déjà les ouvrages. Vous dites que ce que vous cherchez. Bah, voilà, ils sont là pour vous aider. Et des coûts sont générés par une recherche aussi. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Les documents sont en ligne, hein. Ce n'est pas gratuit. Tous les documents ne sont pas gratuits. C'est pour cela que ça génère parfois des coûts. Le fait de réseaux, ça vous aide à nouveau à avoir des réseaux, des personnes qui se trouvent dans d'autres pays. C'est important pour vous. Il ne faut pas faire des recherches pour faire des recherches. Des recherches aléatoires, on dit, c'est très long, ça prend du temps. Il faut que vous savez au départ ce que vous faites. Il ne faut pas dire que je vais collecter des informations, je vais mettre quelque part après, je vais lire et après la lecture, je vais commencer à rédiger. Non, il faut travailler étape par étape. La première chose à faire, c'est votre plan. Le plan. Votre plan, vous avez un plan et vous suivez votre plan. Dans votre plan, si vous avez trois chapitres pour la littérature, vous commencez chapitre par chapitre. Ça permet d'aller. Vous savez ce que vous cherchez, ça permet d'aller plus loin et vite. Bon, là, je vous ai parlé aussi de faire, bon, pas encore, peut-être, c'est important toujours de faire une grille de lecture. Grille de lecture, c'est pas une, c'est toujours des grilles de lecture. Vous faites des grilles de lecture qui permettent de mieux exploiter la documentation. Alors, on appelle des fiches de lecture. Vous pouvez les classer par thème, ou bien par plan, ou bien par thème, ou bien par sous-thème, d'une manière que vous pouvez vous repérer. Ce travail, c'est intéressant. On a un exemple hein, de fiche de lecture, on a une grille de lecture. On voit pour l'article, le titre hein, de l'article, hein, le titre auteur, on dit technologie par 24H. Par 24H, c'est la personne qui travaille sur la technologie. Et quelle thématique abordée par la personne? Les thématiques abordées, c'est adoption et usage des technologies, utilisation des technologies et comportement d'usage. Et voilà, place de la référence dans la problématique formulée. Bon, pour l'étudiant, c'était utilisation des technologies en Afrique subsaharienne. Les personnes qui sont en Afrique occidentale, hein, on parle de l'Afrique de l'Ouest, Afrique, plutôt Afrique de l'Ouest, ces personnes-là, hein, c'était l'Afrique subsaharienne. Voilà. Et puis, élément saillant et signification à mettre en valeur dans le plan, c'est le contexte personnel, habitude, facilitation d'usage, utilisation. Voilà, vous faites ce travail-là, vous trouvez, en fonction de votre champ d'études, hein, vous faites pareil, vous prenez cet exemple et ça vous permet de faire des grilles, des fiches. Pourquoi c'est important? Quand vous faites des fiches, chaque fois que vous lisez un article, vous faites des fiches, même si vous utilisez les données de l'article, parfois vous avez tendance à oublier. Mais quand vous allez faire la référence bibliographique, c'est là, vous allez tenir compte de ce travail et l'importance de ce travail. Voilà, on a un autre exemple, ça c'est ça c'est pour une bibliographie quelconque.
Les critères sont ceux de votre choix. C'est à vous. C'est à vous de trouver des critères. Soit vous ajoutez, vous commencez déjà, vous ajoutez le titre de l'article, l'auteur qui a écrit l'article, et puis la date de publication de l'article. La date de publication de l'article, vous ajoutez, et puis, etc. Et ce qui m'intéresse derrière, c'est le type de résultat trouvé. Les types de résultats, vous ajoutez, vous faites une synthèse. Cette synthèse est importante parce que dans le cadre de votre travail, vous allez confronter, quand vous arrivez dans la partie de discussion des résultats, vous allez confronter ce que les autres ont déjà dit sur le sujet, ou bien dans un cas pareil. Ça, c'est important. Mode de recueil des données, est-ce que c'est par interview ou par observation, ou bien par grille d'entretien, ou bien grille d'observation, ou bien par un questionnaire, si c'est un sondage, par un questionnaire. Les problématiques et hypothèses, déjà, ça c'est important, on aura le temps d'en parler. Bon, ça c'est un exemple, je suis sûr que vous allez suivre cet exemple pour aller plus loin. Bon, ok, la madame m'envoie un autre message, il me reste 15 minutes, hein, c'est vrai, je vais terminer, pas trop longtemps. Alors, ça, c'est important. Vous faites soit des classeurs physiques ou bien des classeurs virtuels. Classeur virtuel, si vous avez un ordinateur, vous faites un classeur. Vous dites quel article que j'ai pu lire. Voilà l'article, voilà l'auteur. Vous faites ce tableau. Vous pouvez copier-coller ce tableau. Vous faites ce travail, vous faites pareil. Ça permet de repérer les difficultés d'un travail haché. Ça permet de construire un classeur avec intercalaire au fichier et puis, ou bien avec des dossiers sous dossiers, des chapitres sous chapitres en fonction de votre travail ou bien en fonction de votre philosophie et votre manière de travailler. Alors, euh, ça, c'est important d'avoir des fiches de lecture, des fragments de rédaction ou bien même des notes personnelles en fonction des livres que vous avez pu consulter ou ouvrages, ou bien des chapitres d'ouvrages, ou bien des articles que vous avez pu consulter. Il faut faire ce travail. Bon, une fois c'est fait, et puis ça permet d'aller plus loin. Des outils qui vous permettent de mieux classer euh, les références, hein. Il y a un outil qui est gratuit en ligne, hein, un outil qu'on utilise, qui s'appelle Zotero. Zotero, vous pouvez télécharger après sur Internet, il y a pas mal de démonstrations sur Zotero. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Zotero est gratuit. Vous l'installez sur votre ordinateur. Quand vous l'installez, pendant que vous travaillez sur Word, Word intègre cet outil. C'est ça qui est intéressant, c'est la magie de l'intelligence artificielle qui rentre directement, qui prend en charge cet outil et n'importe quel moment, vous pouvez cliquer sur Word hein, quand vous allez dans la partie, c'est presque la même partie que vous ajoutez la table des matières automatiques, vous pouvez aller dans Zotero et ça vous ajoute également les références qui ont été citées dans votre document automatique. Ça, c'est un travail qui est déjà mouliné par l'intelligence artificielle qui se trouve dans Word et puis Zotero fait le travail. Bon, pour que ça marche à merveille, quand on dit à merveille que vous ne cassez pas la tête pour le faire, il faut que vous ayez au moins la version 2010 de Word, d'Office. Si c'est pas, si vous avez une version très ancienne, ça ne va pas marcher. Bon, je vous ai dit, c'est important. Même si vous utilisez Zotero, il faut toujours penser à une fiche de lecture. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Voilà, ça c'est important. Moi, je profite pour regarder les chats. Hein. Déjà, il y a des messages que les gens nous envoient. OK, ça c'est important. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les personnes qui ont du mal à se connecter, reconnecter, vous aurez le lien de la vidéo d'ici demain. Alors là, on arrive maintenant là, dans le cœur du sujet. Tout ce que j'ai parlé avant, c'est un peu des choses que j'ai racontées, mais bon, là, ça vous aide encore à rester concentré. Alors, on dit, attention, certaines bases de données sont spécifiques à certains domaines académiques. Pour chaque étude, il y a des bases de données spécifiques. Alors là, si vous êtes en gestion, la base de données qu'on utilise, c'est Business Complete.
Business Tools Complete, c'est pour les personnes qui sont en gestion. Mais par contre, si vous êtes en sciences humaines et sociales sciences humaines et sociales et aussi les sciences dures, Google Scholar, c'est passe-partout. Il y a les archives ouvertes, HAL. Archives ouvertes, c'est pourquoi on appelle archives ouvertes, c'est parce que c'est là que quand les auteurs écrivent des articles, ils peuvent publier en archive ouverte pendant que l'article est en cours de révision. Parce qu'on n'écrit pas un article, on l'envoie. Comme ça, on dit c'est bon, on dit de tout est joué. Non, pas du tout. Il faut que l'article subir, euh, puisse subir les comptes rendus des pairs, pour le jury. Il faut que l'article passe devant un jury composé des pairs, des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine. Ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est important. Ces articles se trouvent sur HAL. Avec HAL, hein, archive ouverte, parfois c'est Open Edition, vous pouvez trouver des articles qui sont en cours de finalisation, ou bien vous trouvez des working papers. Les working papers, ce sont des articles qui ont parfois qui ont été refusés après plusieurs corrections. Et puis la personne se fatigue, la personne est fatiguée, la personne met l'article en ligne. Bah, ce sont d'excellents articles, mais il faut les citer, on dit ce sont des archives ouvertes. Il faut justifier. Et quand vous citez, vous dites ce sont des articles publiés en archives ouvertes. Google Scholar, ça, il ne faut jamais oublier Google Scholar. Pour votre travail, à partir de maintenant, vous tapez tout ce que vous voulez sur Google Scholar. Bon, je crois que les Espagnols parlent de Google Scholar, mais bon, c'est Scholar. Google Scholar, vous utilisez Google Scholar, vous tapez sur Google Scholar, c'est là que vous pouvez mener vos recherches. D'accord? Et puis, il y a Ken, hein. Ken, c'est plutôt francophone. Ken, c'est une base de données francophone. Vous avez accès à des livres, des journaux spécialisés. C'est ça qu'on avait parlé des presses spécialisées. Vous avez accès à des presses spécialisées et aussi vous avez accès à des articles scientifiques. Sur Ken, voilà, Ken, hein, c'est la référence hein, de base. Je vous donne ces trois bases-là qui vous permettent de naviguer, d'accéder à un ensemble d'articles gratuits quel que soit le domaine, ou même des modèles de mémoire aussi, parce que l'Université Bruxelles met en ligne maintenant les mémoires. Les mémoires se trouvent sur Google Scholar. À partir de Google Scholar, vous pouvez accéder aux mémoires, aux exemples de mémoires de l'univers et présentés à l'Université Bruxelles. Ça, c'est important. Et sans oublier, dans le Maghreb aussi, les gens du Maghreb hein, qui sont très en avance hein, par rapport à d'autres qui, qui font pas mal de publications, de mémoire aussi. Ça, voilà, c'est important. Et voilà, c'est important d'utiliser hein, déjà. Je ne vais pas répéter ces choses-là. Ça, c'est exemple, hein, les bases de données que vous pouvez utiliser pour les études de marché. On a Xerfi dans le monde. Hein, Xerfi Monde, hein, Xerfi, c'est tout ce qui concerne les statistiques internationales, internationales hein, sur les études de marché. Vous allez trouver. Mais par contre, vous avez Factiva. Factiva, si vous êtes en... C'est une base de données importante hein, qui vous aide aussi. Hein. Factiva, c'est tout ce qui concerne la finance. Hein. C'est sur Factiva. Et puis le monde diplomatique. Hein. Vous tapez TV5 Monde ou bien le monde tout court sur Internet. Vous aurez pas mal d'articles. Si vous maîtrisez mieux l'anglais, Financial Times aussi, c'est tout ce qui concerne la finance. Du Wall Street Journal aussi, les informations qui concernent le monde international. Après, il y a des associations dans le cadre de votre domaine. Bon, je vous ai mis, ce sont des captures d'écran sur les sites. Si vous allez sur les Xerfi et sur Factiva, comment ça se présente. Bon, si vous êtes dans un pays anglophone, ou bien dans les Caraïbes, hein, francophones et anglophones, vous allez voir une présentation de définition. Et autre chose, on vous conseille euh, de trouver, de trouver plus des articles scientifiques, mais par contre, vous pouvez consulter les presses en général, les presses de votre pays, la presse de votre pays, les presses qui se trouvent dans vos pays respectifs, hein, vous allez trouver pas mal d'informations qui pourraient vous aider. Et il faut toujours citer la référence. Mais il faut donner de la priorité aux publications scientifiques. Voilà, c'est ça.
Ça, ce sont des exemples hein, déjà. D'autres sources qu'on a parlé, on a parlé de Google Book. Google Book ou bien Google Ouvrage, hein, Google Books, ça c'est important. Vous avez je sais pas si c'est cliquable. Je crois que c'est pas cliquable. Mais par contre, hein, ça, je peux vous l'envoyer. Je peux l'envoyer à Émilie. Émilie vous envoie ça directement. Voilà, c'est Google Book hein, qui vous permet d'accéder à un ensemble de livres. Vous voyez, quand vous tapez URL, hein, cette URL, hein, vous tapez, vous allez avoir Google Livre qui s'affiche. Il y a la barre de recherche et vous tapez le titre de votre mémoire, le titre du sujet qui vous intéresse et ça vous sort des choses. Et après, il y a aussi des bases de données en libre accès. Il y a gutenberg.org ebook. Là, ça vous permet d'accéder à des livres en libre accès ou bien des e-books. Et pareil, il y a ebookgratuit.com. C'est intéressant. Il y a Gallica. Gallica, c'est pour Bibliothèque nationale française. Là, des personnes qui travaillent, c'est plus pour les personnes qui travaillent sur l'histoire. C'est que l'histoire des pays qui ont été colonisés par la France se cache dans cette bibliothèque. Il y a atramenta.net aussi, c'est une autre base de données qui vous donne accès libre. Bon, ça c'est gratuit. On vous a mis les sites qui vous donnent accès gratuit. Alors, Google Scholar, qu'on avait parlé aussi. Autre chose, des bases de données généralistes comme Calameo. Calameo, sur Calameo, on va trouver des ouvrages, des rapports, des comptes rendus référents de conférences, aussi des périodiques, hein, etc., etc. Vous allez trouver sur la base de données Calameo. Plutôt Calameo, c'est de là, bon, Fnage, c'est pas important, je vais l'enlever dans la liste, ce n'est pas important. Mais Calameo, oui, c'est important Calameo. Et puis après Calameo, hein, il y a Google Scholar. Quand vous allez, c'est pas Google que vous connaissez hein, pour certaines personnes. Je pense que la majorité d'entre vous est habitué avec Google Scholar. Vous tapez euh, Google, scholar.google.com et puis vous atterrissez sur cette fenêtre-là. Vous pouvez taper ce qui vous intéresse. Ben, ce qui est intéressant avec Google Scholar, quand on est sur Google Scholar, on peut choisir la date qui nous intéresse. La date qui nous intéresse, hein, c'est important, on peut le faire. Bon, il me reste 4 minutes pour terminer. Voilà, c'est bien. Et c'est Ken que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez, pareil, vous tapez, vous cherchez Ken et Ken qui, à partir de la barre de recherche, vous tapez le mot-clé qui vous intéresse et les informations vont s'afficher. Et vous pouvez créer même un compte aussi. Vous êtes étudiant, vous pouvez créer un compte hein, et comme ça, vous pouvez accéder à des choses que le grand public ne peut pas avoir accès. Vous avez accès à des magazines hein, et puis des ouvrages aussi. Hein. Certains sont, majorité sont payants, mais bon, vous avez accès à bon nombre, surtout les sujets qui concernent, hein, les sujets de société qui concernent l'évolution du monde. C'est plus souvent, c'est gratuit. Alors, voilà, sur Ken, hein, vous avez Ken, Google Scholar et vous avez Google Livre. Hein. Et puis, sans oublier, ces e-books qui vous donnent accès gratuit. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Et puis, bon, je peux m'arrêter ici. Hein. Mais ce qui m'intéresse avant qu'on termine, hein, je vous ai promis un plan de mémoire déjà. Comment on présente le plan de mémoire? Le plan. Voilà, ça c'est le plan. Attends, est-ce qu'on peut mettre en grand plan? Je vois rien. Bon, on va essayer d'agrandir pour vous. Alors là, comment présenter votre mémoire de fin d'études? Bon, il y a la page de garde ou page de titre ou bien page de couverture. Il y a le titre du mémoire, nom de l'auteur, etc. Bon, c'est pas important, vous aurez le temps de le faire. Alors, le plan. Vous commencez généralement, le plus souvent, commencez par un remerciement. Remerciement, euh, vous remerciez les personnes qui vous ont aidé dans la réalisation de ce travail. Remerciement, on dit remerciement en reconnaissance envers les personnes ou les institutions ayant contribué euh, à ce projet de recherche ou bien à ce mémoire. Et puis, table des matières, vous présentez votre table des matières. Dans la table des matières, il y a les listes des sections et des sous-sections avec leurs pages correspondantes. Quand on parle des sections, on parle des différents chapitres de votre travail. Et
En plus des différents chapitres de votre travail, il va y avoir des sous-sections, hein, des sous-sections comme la liste des figures, la liste des tableaux, l'annexe, etc., graphique, etc. Alors, après, on a le résumé. Il faut toujours penser à un résumé avant de commencer à présenter du contenu plus intéressant. Les résumés de votre travail. Les résumés de votre mémoire. Bon, on conseille toujours, il faut que ça ne dépasse pas 8 lignes, hein. Et puis, en dessous du résumé, vous ajoutez les mots-clés. Voilà. Le résumé de votre travail, c'est important. Voilà, ça, c'est important. On dit, le résumé du mémoire met en évidence les principales conclusions et les contributions. Bon, je me rappelle mon professeur sur la rédaction d'articles scientifiques m'a suggéré. Dans le résumé, il y a 3 moves. Le premier move, 3 moves, bien 3 sous-sections. Premier move, c'est une introduction qui parle du sujet, de quoi vous parlez dans votre sujet. Et deuxième move, si vous parlez de quelle méthodologie que vous avez appliquée. Et euh, troisième move, vous parlez des résultats et perspectives. Voilà, résultats. Dans environ 8 lignes, hein, de texte, il faut respecter ces 3 mots. Et puis, une fois que vous terminez avec le résumé, vous rentrez d'emblée avec l'introduction générale. Je ne parle pas de l'introduction, parce que c'est l'introduction générale, parce que cette introduction, après cette introduction, il y a des petites introductions tout au cours du déroulement de votre travail. Dans l'introduction générale, vous parlez bon, ça dépend de votre sujet, du contexte et justification du sujet, les intérêts du sujet, la problématique, les objectifs poursuivis et aussi l'orientation de votre travail. Vous dites, voilà, pour répondre à ces objectifs, nous allons appliquer cette méthodologie ou bien je vais procéder de telle ou telle manière ou bien nous allons procéder de telle ou telle manière. Voilà, c'est ce qu'on appelle orientation ou méthodologie à suivre dans la réalisation de ce travail. Et puis la première partie qui n'est autre que la revue de littérature. Je vous ai dit, c'est 2 parties bien équilibrées dans un mémoire. La revue de littérature et la partie empirique ou terrain. La première partie, c'est la revue de littérature. Vous faites les synthèses des travaux existants déjà sur les sujets. Ça, c'est ce travail-là que vous faites. Je m'appelle un camarade de promotion qui m'avait dit, ce n'est pas la synthèse que j'ai faite dans ce travail-là. Ce n'est pas la synthèse, c'est plutôt, je suis en train d'expliquer ce que les autres ont déjà dit. Je dis, oui, c'est en quelque sorte, c'est ça. Vous expliquez ce que les autres ont déjà dit. Voilà, vous cherchez également à identifier les lacunes des recherches actuelles, les lacunes. Voilà. Et vous enchaînez par un cadre conceptuel et un cadre théorique. Vous basez votre réflexion sur des théories et puis vous terminez la littérature avec une conclusion et vous faites émerger des hypothèses à tester. Et les hypothèses à tester dans la deuxième partie. Deuxième partie ou partie empirique ou partie terrain, c'est là que vous commencez par la méthodologie, vous décrivez votre méthode de recherche, vos méthodes de recherche, hein, et vous justifiez le choix de la méthode ou bien des méthodes, votre population d'études et d'échantillonnage, vous présentez, le mode d'échantillonnage, vous présentez, et puis vous faites la collecte et analyse des données. Collecte et analyse, hein, des données, ce n'est pas tout à fait terminé. Faites un premier tri et puis vous rentrez en détail dans l'analyse des résultats. L'analyse des résultats, vous présentez vos résultats soit sous forme graphique, soit sous forme tableau, dépendamment de la finalité de votre travail. Et puis vous interprétez les données, vous discutez par rapport à la littérature existante. Je vous ai dit ça, les littératures connexes, et vous vérifiez ou validez les hypothèses, et puis vous identifiez les, les implications potentielles de votre travail. Alors, c'est tout ça qu'on cherche à faire dans le cadre de votre travail. OK, ça c'est une chose. Après, autre chose, et vous faites la conclusion générale. Alors, ce que je n'ai pas dit, entre les parties, vous faites une première introduction, vous faites une petite introduction pour introduire la revue de littérature. Vous faites une conclusion aussi. Vous faites une introduction ici pour introduire la deuxième partie et vous faites aussi une conclusion à la fin. C'est pour cela qu'on parle ici conclusion générale. C'est là que vous faites les résumés
des principales conclusions de votre travail, vous répondez à la problématique et puis les contributions sur les sujets existants et les perspectives futures. Bon, ça, vous aurez le temps. Et ça continue déjà le plan. Glossaire, vous cherchez à définir les thèmes techniques de votre travail, les sigles et abréviations, la liste des tableaux, liste des graphiques, la bibliographie qu'on avait parlé et les annexes, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je vous enverrai ce document, vous aurez le temps. Bon, je dépasse, j'ai pris 4 minutes supplémentaires, désolé madame. Voilà, je reviens maintenant dans le chat pour voir les questions qui ont été posées et ou bien les éventuelles questions. Bon, alors, il y a les sujets qui ont été reformulés, ça, vous aurez un retour déjà. Et puis, il y a voilà, plusieurs sujets. OK, c'est vrai, vous envoyez vos sujets, vous aurez un retour. Alors, il y a une question, c'était Rosalind Simon qui avait dit, même pour les articles scientifiques repérés dans les bases de données, il faut mentionner la date. Bah oui, quand même. Oui, quand même. Ah, non, c'est pas la date de consultation. Il faut donner la date de publication. Par contre, ça, c'est différent. Vous donnez la date de publication pour les articles scientifiques. Je crois que quand vous dites qu'il faut mentionner la date, c'est plutôt pour les articles de blog ou bien les articles sur les sites Internet. Un site comme FAO, par exemple, comme Nations Unies, par exemple, comme USAID, par exemple. Voilà. Ou bien un article sur les journaux ou bien les presses spécialisées, parmi les presses spéciales, les presses, ou bien la presse en général. On peut voir comme presse du Financial Times, on avait mentionné, BFM, hein, ce sont des presses, ces presses-là. Ou bien les radios chez vous, les radios de chez vous, les télés de chez vous, ça, ce sont des presses. Il y a sur leur site, il y a des articles. Vous prenez des articles sur les sites ou bien les journaux chez vous qui sont sur Internet. Vous trouvez des articles et puis il faut donner le lien. En même temps, il faut donner la date de consultation entre les prochains ou bien entre parenthèses. C'est ça qu'on parle. D'accord? C'est de ça qu'on parle. Alors, voilà. Euh, le document de cours, bon, c'est parce que vous êtes plutôt nouveau et vous aurez tous les documents de cours. Tous les documents. Je crois, si vous avez des questions, je m'arrête là parce que, voilà, pendant près de 2 heures parler, je ne bois même pas une goutte d'eau. Alors là, ma gorge est un peu sèche, il faut que j'arrête de parler. Et puis bon, la semaine prochaine, bon, dans 2 semaines, déjà, cette documentation, vous recevez pareil sur la plateforme. Je dépose pour vous sur la plateforme, hein, vous recevez cette documentation. Alors, dernier exemple que je souhaiterais vous présenter, c'est cet exemple de mémoire, hein. Ça, c'était mon mémoire de Master 2. Voilà, c'est juste pour vous montrer le plan. Le plan, bon, j'avais fait un plan classique, hein, un plan classique. J'ai commencé par déjà, dans la table des matières, j'ai commencé pour la présentation, j'ai commencé par la dédicace, parce que c'est important. Vous pouvez dédicacer votre travail, hein, dédicacer bon, à des personnes qui sont chères pour vous ou bien à des personnes qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré dans le cadre de votre travail de mémoire. Voilà, dédicace et après, remerciements, liste des tableaux, liste des figures, sigle et abréviation, liste des annexes. Même les annexes aussi, il faut les lister. Bon, après, j'avais présenté mon travail. Puis, bon, voilà, ça c'est comme ça. Et puis, j'ai terminé par conclusion, recommandation et puis biographie. Depuis 2011, on va dire. C'est un travail qui date de 2011. C'est un peu vieux, mais je vous présente juste ce modèle-là. Je vais faire quelques captures d'écran, je vous envoie et puis ça pourrait vous aider. Bon, OK, bon, c'est la fin. J'arrête là. Et je crois que Caris, si tu as quelque chose à dire, ou bien Marjorie, ou bien Émilie, hein, si vous avez quelque chose à dire, je vous laisse la main et j'arrête là. Puis, sinon, on s'est dit à la semaine, dans 2 semaines plutôt, on termine ce travail. Je termine maintenant et puis on donne rendez-vous dans 2 semaines, pareil, hein, et puis d'ici là,
J'espère que vous allez avancer et je demande à Émilie dès demain de vous envoyer à nouveau l'URL, bon, le lien pour vous pouvoir répondre à la petite enquête sur vos sujets qui vous permet d'affiner vos sujets. Et puis, vous aurez un retour formel, hein. Peut-être, je demanderai à elle de voir si vous pouvez envoyer directement par mail. Bon, on verra. On verra. Et puis, ça vous permet de renvoyer votre travail et d'avoir un retour euh, formel. Eh bien, bon, je vous laisse. Je vous souhaite ceux qui se trouvent en Afrique, Afrique en général, hein, les personnes qui se trouvent. Oh, ils sont, bon, ils sont pas nombreux, les personnes qui se trouvent en Afrique de l'Ouest. Je vous souhaite déjà bonne soirée. Pareil pour les Maghrébins, bonne soirée. Les Antillais caribéens, pour vous, c'est bonne fin de journée. Déjà. On s'est dit à bientôt et à la semaine, dans 2 semaines plutôt. Voilà, merci pour votre écoute, et puis à bientôt.